Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carter et Piston, le numéro 16 déjà, le temps passe. Merci de vos encouragements comme d'habitude, continuez surtout à liker et à vous abonner, le nombre d'abonnés augmente et ça c'est un vrai bonheur de voir que vous vous intéressez à cette émission. Pour cette émission, je me trouve dans un endroit un peu particulier que je vais bientôt vous décrire, mais avant ça, voici le sommaire de l'émission. Je vais vous emmener en Auvergne pour y découvrir la région, bien sûr, et aussi la première édition des Ace of Freeway, ainsi que les essais que nous avons réalisés sur place avec pas moins de 5 motos. Nous allons revenir sur cette Yamaha Niken, essayée par mon invité. Florian Jupsin, directeur des Ashok Bikers Classic, va nous mettre l'eau à la bouche pour la prochaine édition qui se tiendra dans quelques jours. Nous découvrirons le nouvel ambassadeur wallon de la marque Triumph. Enfin, nous allons nous immerger dans la manche belge du championnat du monde de trial qui a eu lieu le week-end dernier à Comblain, du très grand spectacle. Bon, comme je vous l'ai dit, je me trouve dans un endroit un peu particulier. Je suis à la Taverne des Artistes qui se trouve rue des Dominicains à Liège. Alors, je m'y trouve pour accueillir Renaud Rutten. Renaud, bonjour. Bonjour, Tché. C'est vraiment super d'être ici. Merci de m'accueillir un peu chez toi. C'est Non, cet endroit? non, c'est pas chez moi. Alors là, il faut que c'est chez ma fille. Ah. C'est chez ma fille et voilà, ben, comme c'est la Taverne des Artistes et qui fait, ça tombe par bien que j'en suis un, c'est vrai que je passe de temps en temps lui dire bonjour, lui faire des coucous le soir et faire des after-spectacles. Mais on est bien, bel et bien chez elle et c'est elle qui gère ce très joli petit établissement. Oui, effectivement. Renaud, on te présente plus, ou plutôt si, Oui, humoriste, comédien. Tu fais quand même partie du patrimoine liégeois. J'adore faire des claps pour rien. Le mec qui va monter, il va dire putain, c'est le 15e clap qu'il fait. Oui. Hein? Je fais un peu, voilà, je fais mes biestreilles et les gens aiment bien. Parce que ça fait combien d'années que tu sévis ici sur Liège? On a calculé l'autre jour, je crois qu'un de mes premiers spectacles, c'était au Créam à Liège avec improvisé, il doit y avoir 30 ans. Ah oui. Donc, on parle d'autre chose? De quoi? Du Créam? Ouais, non, d'années, oui. Non, mais je suis ravi parce qu'on m'a toujours dit quand j'étais petit, tiens, tu fais le con donc t'es puni. Et maintenant tu fais le con et quel est ton prix? Non, c'est parfait, je fais un truc génial, ouais. Je m'amuse bien, je fais des tas de choses différentes et voilà, et les gens sont contents. Ouais. Donc. Et je trouve que tu fais partie, quand je dis du patrimoine liégeois, c'est pas une insulte, que du contraire, tu as ramené des expressions presque oubliées, dont maintenant les jeunes se servent, et c'est fantastique ça, parce que le wallon avait un peu disparu, et toi tu viens par moment en mettre des petites doses, et moi ça je trouve ça génial. C'est les parts, tu vois, il fait part chaud. Ouais. D'où est-ce que ça vient? Voilà, mais comment est-ce que tu l'écris? Est-ce qu'il y a T ou est-ce qu'il n'y a pas T? Voilà. Je ne sais pas, mais moi j'aime bien. On a des trucs qui sont traduisibles. Oui. Sprochi comme une bouquette. Ça c'est bien. Tu vois, tu ne peux pas faire plus plat. Oui, non. Sprochi, c'est extrait. Il y a du jus là-dedans. Ouais. Dans Sprochi, il y a du jus. Spaté, il n'y en a pas. Pas pareil, c'est non, spaté, c'est sec. Mais Sprochi, c'est... Allez, si tu prends par exemple une bouse... Enfin bon, parlons d'autre chose. Oui, parlons de ton actualité par exemple. Oui. Bon, dis-moi un petit peu, cet été, ça se présente bien? Oui, ça se présente bien. On est donc on est quasiment début juillet là. Hein, oui. Et donc moi je vais partir au Festival d'Avignon, faire 2-3 soirs la Bécile avec le vieux Jean-Marie Bigard. Oui, d'ailleurs il y a quelques mois ou quelques semaines, il y avait eu une sorte de petit scandale sur le fait qu'on lui interdisait certaines salles dans le sud de la France. C'est arrangé ça? Oui, enfin non, c'est pas arrangé. C'est-à-dire qu'il devait faire une tournée pour Var Matin. Oui. Et il se fait qu'il a été chez Cyril Hanouna faire une belle blague que même Alain Soreille fait. Donc il ne faut pas demander si elle n'est pas méchante. Et là, l'animateur a crié au scandale alors qu'il avait raconté la même blague 2 ans avant en disant « Oh là là, on ne peut pas faire ça ». Et donc le gars du Var Matin a pris ça au mot en disant « Yo, il va y avoir un scandale ». Et on a... Et on a interdit toute la tournée de Var Matin, mais c'est quand même, tu vois, c'est 30 dates, quoi. Ouais. Et alors, donc, par vengeance, il a loué les arènes de Fréjus et il va faire un spectacle de 5000 personnes, c'est quasiment complet, je l'ai eu en ligne il n'y a pas longtemps, et il fait 5 € la place, exprès un peu pour faire la nique à Var Matin en disant c'est dommage parce que pour une bêtise comme ça, pourquoi est-ce qu'on commence à ennuyer? On est quand même des humoristes, donc on est des fous du roi, tu vois. Oui, et puis si on vous enlève cette liberté-là, alors ça commence à devenir inquiétant, je trouve. Mais oui, attends, Laura Lone, on l'emmerde pour une bêtise, on a emmerdé Bigard, on a encore emmerdé, là, il n'y a pas longtemps, Élodie Pou.
qui fait une bête blingue sur les toréadors. Enfin, je veux dire, c'est son. T'as pas de problème avec les gens en phase terminale, toi? Mais non, absolument pas. Ouais. Non, mais je me dis, mais tu sais que moi je suis obligé justement de faire les interdites, que j'ai appelées comme ça, avec une charte où les gens, elle n'a pas vraiment de valeur juridique, mais les gens signent qu'ils ne porteront pas plainte, ils ça, parce que tu te dis, voilà, protégeons-nous avant d'avoir des ennuis. Ceci dit, moi je m'en fous un peu d'avoir des ennuis, mais c'est un peu dommage, tu vois, quand tu te rends compte de tous les mensonges et toutes les couillonnades que disent nos politiciens. Nous, si tu as le malheur de dire une fois bite ou une fois couille, ben, c'est « Ah non, t'es un méchant ». On coupera bite et couille. Oui, enfin, on coupera. Donc tu n'as pas du tout envie de parler de ton actualité? Si, donc Bigard en juillet, et puis je vais à Buis-les-Baronnies, donc c'est un petit peu plus loin, sud de la France, faire un spectacle pour, comment est-ce qu'on appelle ça, l'ambassade de Belgique là-bas à Buis-les-Baronnies, parce qu'il y a une grosse rencontre pétanque Belgique-France, hein, puisque c'est le 18 juillet, donc c'est entre le 14 et le 21, donc il y a affrontement, enfin non, ça s'appelle les Amitiés franco-belges. Et puis alors je reviens, je suis le 1er septembre de nouveau avec Jean-Marie au Forum, mais c'est complet, fallait s'y prendre plus tôt. J'ai ma place. Voilà, c'est vrai, ah ben, je serai ravi. Donc après le 1er septembre, je serai à Fouron le 8, et puis le 13, autre part, le 14 à Anse, le 15, je n'ai rien, le 15, je n'ai rien. Donc voilà, donc je vais un petit peu faire des tours. Je suis à Jalais le 21 septembre, le 23 à Brève, et puis voilà, le 28 à Bassange, enfin voilà. Bon, pour ceux qui n'ont pas tout retenu, vous pouvez aussi aller sur le site renault-ruten.com qui s'affiche ici en dessous, voilà. Et vous retrouverez évidemment toutes les dates des spectacles où vous pourrez aller rire un bon coup et admirer Renault. Je ne le vois pas. Tu ne le vois pas? Ici en dessous. Bon, ça va être compliqué cette émission-ci, mais ça va être sympa. On va se faire un petit tour de l'actualité. Allez, actu. Denez lance la Smart Jacket. La Smart Jacket, la nouvelle veste airbag DR à porter au-dessus ou en dessous de n'importe quel blouson. Pliable, fonctionnelle, elle ne nécessite aucune connexion avec la moto. Utilisée en MotoGP et développée par Denez grâce à plus de 25 ans de recherche, la technologie DR a atteint une polyvalence maximale. Maintenant, elle est aussi disponible pour l'usage sur route. Disponible en version homme et femme, la Smart Jacket introduit pour la première fois la protection contre les impacts à l'arrêt. 2 décennies de développement et des millions de données recueillies ont permis de concevoir un algorithme extrêmement sophistiqué, capable de prédire un accident, y compris en cas d'impact à l'arrêt. La Smart Jacket est également pensée pour faire face à la pluie. Le tissu hydrophobe et la technologie DR imperméable ne craignent donc pas l'eau. L'utilité de la veste est encore renforcée par l'ajout d'une batterie longue durée qui garantit 26 heures d'autonomie. La Denez Smart Jacket est disponible en 6 tailles, en version homme et en version femme, et sera disponible dès le mois de juillet au prix de 599 €. Le prototype Ducati Street Fighter fait gronder son V4 à Pikes Peak. La voilà enfin, cette Panigale V4 en petite tenue, premier roadster Ducati, propulsé par un 4 cylindres en V. Cette nouvelle moto reprend le V4 à 90 degrés de la Superbike, avec son cadre en alu fixé sur les culasses et probablement la plupart de ses composants. Probablement car la marque italienne se contente d'exhiber un prototype coursifié sans en divulguer la moindre information technique. Puissance, poids et prix sont encore jalousement tenus secrets jusqu'au salon de Milan où cette Street Fighter V4 sera officiellement présentée. Ducati prévient toutefois que le nouveau joujou sera similaire à la version de série, contrairement aux pratiques habituelles. Cette version pixelisée ne cache pas les lignes, mais les exalte en révélant délibérément à quoi la moto ressemblera au final. Exaltée ou pas, ces lignes risquent de faire débat. En effet, cette moto possède une classe évidente, transpire la sportivité, comme ses aïeuls à bicylindres, les Street Fighter 848 et 1098, mais certains aspects évoquent irrémédiablement des concurrentes comme la BMW S1000R et surtout la Kawasaki Z1000.
Quant aux performances, on table sur environ 200 chevaux pour autant de kilos et tout un tas d'assistances électroniques pour contrôler la fougue du V4 de 1103 cm3 qui sera sans doute retravaillé au niveau de l'injection et de l'échappement pour booster sa réactivité et la disponibilité de son couple. Cette moto sera disponible en concession dès la mi-mars 2020 et recevra certainement les suspensions Showa entièrement réglables de la Panigale V4 ainsi que les très puissants étriers radio Brembo. Un probable modèle S pourrait monter en gamme avec un amortissement Öhlins et des jantes forgées. Préparez l'échiquier. Kawasaki dévoile toute sa gamme off-road pour 2020. Composée au total de 6 modèles KX, la gamme Kawasaki Off-Road 2020 vient d'être dévoilée. Son porte-drapeau est évidemment la très aboutie KX 450, mais cette année, c'est la KX 250 qui peut être la reine du bal, puisqu'elle a été complètement remaniée et devient ainsi la KX 250 4 temps la plus puissante jamais produite. La KX 250 a ces dernières années remporté pas mal de victoires à travers le monde, aussi bien en motocross qu'en supercross. Le modèle 2020 a été développé pour poursuivre cette tendance. Ainsi, la KX 250 2020 dispose-t-elle d'un tout nouveau bloc moteur avec plus de couple, plus de puissance en haut et une limite plus élevée en termes de tours minute. Combiné avec un châssis léger et très bien équilibré, une nouvelle fourche et des freins optimisés, cela va rendre cette KX 250 très affûtée. Aux côtés des impressionnantes KX 450 et 250, la gamme off-road s'articule autour des KX 65-85 et KLX 110, 4 machines qui offrent un accès facile au tout-terrain pour les jeunes talents. Toutes ces motos seront disponibles dès la mi-juillet chez les concessionnaires Kawasaki. Une Honda ultra performante pour 2020, à quoi devons-nous nous attendre? Un roadster sportif? Vraisemblablement non. La CB1000R est encore récente dans la gamme et elle a encore une marge de progression en termes de vente. Une routière ultra rapide? Non plus, pas probablement. Le marché de la routière rapide ou sportive XXL façon Suzuki GSX-R 1340 Hayabusa s'est considérablement réduit, même s'il demeure important aux États-Unis. La preuve, la Hayabusa y est toujours commercialisée. Honda a un vivier de clients et une certaine légitimité sur le créneau avec l'ex-CBR 1100XX Super Blackbird, mais le premier constructeur mondial ne devrait pas s'intéresser à fabriquer une moto aussi coûteuse en termes de développement pour un marché qui est en repli. Une sportive haut de gamme, oui, probablement, c'est l'hypothèse la plus crédible, et avec elle, la possibilité d'un retour d'une motorisation prestigieuse chez Honda, un V4. Le retour de cette architecture moteur historique, on se souvient des RC30, RC45 et VFR, fait figure de serpent de mer, mais plusieurs sources vont dans ce sens. En outre, lors des dernières présentations presse des nouveautés Honda, certains dirigeants japonais nous avaient montré leur embarras vis-à-vis de l'absence de V4 sportif au sein de leur gamme. Ils reconnaissent aisément que le V4 fait partie de leur histoire et de l'ADN de la marque. Les simulations effectuées par les motoristes en interne ont longtemps jugé défavorable la mécanique V4 face aux 4 cylindres en ligne. Le V4 est plus lourd, plus coûteux à produire, il consomme souvent davantage. Pourtant, vraisemblablement, les choses auraient changé et Honda se serait appuyé sur sa connaissance en MotoGP pour développer un moteur sportif ultra performant qui pourrait bien faire partie des derniers moteurs thermiques à haute performance produits avant un virage tout électrique. À suivre. Une exposition exceptionnelle consacrée à la FN dans les salons de l'eau rouge. Il s'agira d'une des cerises sur le gâteau des Ashok Bikers Classic 2019 en tant qu'événement plus qu'incontournable sur la scène des motos anciennes. Quoi de plus normal que de mettre à l'honneur ce qui fut l'un des fleurons belges de la moto entre 1901 et 1967. La fabrique nationale, mieux connue sous le diminutif FN, a donc non seulement fait rayonner la Belgique au niveau international, mais elle a contribué à faire évoluer la technologie en multipliant les innovations. Les amateurs nostalgiques et passionnés auront ainsi l'occasion de découvrir ou redécouvrir les machines qui ont fait la fierté belge et liégeoise. Des photos, des affiches, des documents, des objets et des accessoires les plus divers contribueront à enrichir le propos et inviter les visiteurs des Ashok Bikers Classic 2019 à emprunter une étonnante machine à remonter le temps, le tout
au pied de ce virage de légende qu'est le Raidillon. Alors voici le concept BMW Motorrad Vision DC Roadster. Depuis plus de 90 ans, le moteur Boxer à 2 cylindres est un élément essentiel de l'identité de BMW Motorrad, tant sur le plan technologique que visuel. Mais alors que le groupe BMW pousse toujours ses recherches dans la propulsion électrique, la question se pose de savoir à quoi une BMW pourrait-elle ressembler si elle était à propulsion électrique. Le concept Vision Bike nous montre comment nous pouvons conserver l'identité, l'apparence emblématique d'une BMW sous une forme distinctive, tout en offrant un nouveau type de plaisir de conduite passionnant, explique Edgar Henrich, le responsable du design de chez BMW Motorrad. Après tout, dit-il, quiconque a déjà essayé une moto électrique sait très bien que rouler sur 2 roues est tout aussi excitant quand la moto est alimentée électriquement. Le niveau de couple élevé au moment de tourner la poignée permet une accélération à couper le souffle. Cette fourniture de puissance presque brutale crée une toute nouvelle expérience et la BMW Motorrad Vision DC Roadster met un visage sur cette expérience. On attend. Renaud, il y a quelques jours, j'étais invité à la concession Yamaha de Serein pour un essai un peu particulier sur une moto dont tu avais envie de l'essayer depuis un moment, tu n'avais pas eu l'occasion et je t'ai donné cette occasion. Et je t'en remercie. Ouais. Alors, assez particulier comme truc, on va à Serein essayer avec Renaud la Yamaha Niken. Bon, on les voit avec le Tché. S'il croit que je vais rouler derrière lui, il se met bien le doigt dans l'œil, hein, celui-ci. Ah, moi derrière Drico. Bonjour, fille. Bonjour. Thierry Drico est là? Il est là. Hey! Ça va, Tché? Qu'est-ce que c'est que ça, donc? Eh, ne me dis pas que tu veux me faire essayer ça. C'est Oh, faut crever. Non, hein. C'est pour ça que je t'ai fait venir. Oh, le nom. Tu croyais quand même pas que j'allais venir derrière toi ou toi que tu allais venir derrière Ah non, ça. Mais j'ai un truc, moi, je ne saurais pas. Merci, à dit au revoir. Faut de ma gueule, lui. Bon, vas-y, Tché. Raconte-moi un petit peu, c'est quoi ça? Bah écoute, il fallait à un moment donné se dire que 2 roues c'était trop peu, 4 roues c'était trop, donc on a essayé 3 roues. Et c'est franchement un essai réussi. Moi j'ai réussi à essayer cette moto au moment de sa sortie. Et en fait on était en Autriche et c'est vraiment été une révélation. Moi je suis monté sur la moto, j'étais chez moi. Et je crois que tu vas avoir un peu le même sentiment quand tu iras sur la moto. Mais en attendant c'est quand même quelque chose d'assez particulier parce que d'abord au niveau look, c'est un peu spécial. On dirait un peu un scarabée. On dirait un peu un scarabée. Tu sais que les jeunes, ils aiment bien, parce qu'en fait, ça leur rappelle un peu les mangas, Capitaine Flamme, Goldberg, enfin. ces machins-là. Nous, on est un peu plus étanche à ce genre de trucs. Ouais. Par contre, quand tu es dessus, bah, tu ne te rends plus compte du tout qu'en fait, tu es sur une moto qui a 3 roues, parce qu'en fait, tout le train avant disparaît devant le carénage et l'habillage de la moto. Alors, ce qu'il y a d'assez fantastique, en fait, sur cette moto, c'est sa faculté à jouer un peu comme si tu faisais du ski, du scarving, tu vois. Hop, et on y va, et ça va dans tous les sens, tu prends les ronds-points, tu ne te rends même pas compte, tu prends beaucoup d'or, 45 degrés, tu as des freinages exceptionnels puisque tu as 2 poids de contact au sol, et on est sur une base moteur de la MT-09, donc on est à 115 chevaux sur un 3 cylindres Yamaha 900 cm3. Franchement, ça pourrait peut-être avoir un poil plus de niaque, donc c'était ma première constatation déjà à l'époque, et là maintenant, en fait, ils ont fait une série GT avec un plus grand pare-brise, avec des valises latérales, et on est plus dans le style. Par contre, c'est une moto qui est faite pour jouer, et je trouve une moto qui est faite pour apprendre. Mais bon, ça, on verra bien. Mais tu as un peu d'expérience moto, toi? Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai un peu le principe, quoi. C'est-à-dire que j'ai toujours le vélo, avec mais les 2 petites roues sur l'arrière, tu vois. Ah oui. Et normalement, je tiens, mais il faut qu'on me pousse et qu'on me tienne un petit peu. Mais ça c'est quand même étrange, hein, comme engin. Ouais. Mais faut plus qu'essayer, quoi. T'as pas peur? Peur, non. Je vais peut-être être malade, hein, si tu me dis que c'est... Mais il fait trop chaud pour le ski, hein. Ah oui, Thierry, oui, ça si tu me dis comment faire du ski. Non, je me réjouis d'essayer ça. Et en même temps, pas. Tu comprends ce que je veux dire? Je me réjouis d'avoir quand même ton sentiment quand tu vas avoir essayé ce truc-là, parce que tout le monde a le même a priori. Tout le monde se dit d'abord, c'est pas terrible au niveau look. 2, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être d'une lourdeur abominable. Tu fais un essai, tu n'as pas besoin de rouler 20 km, tu verras. Directement, c'est extraordinaire.
Et quoi, c'est le genre de truc, tu arrives au feu rouge, tu t'arrêtes et ça tient? Ah non, non, non. Ben si. Ah non. Et pourquoi tu n'as pas fait ça? Parce qu'en fait, ça, c'est vraiment un principe de scooter et de mobilité urbaine. Ça, c'est une moto. Si je la lâche, elle tombe. Hein. Mais donc ça n'a aucun intérêt en fait. Ah si, ça a un intérêt de sécurité, un intérêt de tenue de route, et tu vas voir, un intérêt d'amusement. On y va? Bon allez, on va essayer ça. Allez, go. Fait peur ton bazar? Non, c'est sympa, je vais laisser passer. C'est vraiment très impressionnant. On n'a pas du tout, quand on voit les trois roues, on ne se dit pas, voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, quand on le voit, c'est laid. Hein, tu ne te dis pas, waouh, quelle belle moto. Mais par contre, c'est très très impressionnant la tenue de route, comment ça tient la route et comment ça tourne. C'est une vraie moto en fait, c'est exactement comme une moto. Le gros intérêt, c'est que moi je ne vois pas que j'ai trois roues. Donc comme je ne le vois pas, mais je n'ai pas l'impression qu'il y en a trois. Donc je me dis voilà, j'ai une moto normale et effectivement ça se conduit vraiment comme une moto normale, c'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus... bravo à celui qui a fait le système de suspension devant. Bon, celui qui l'a dessiné, voilà, lui il faut qu'il fasse encore des travaux. Comment est-ce que je pourrais comparer ça? En fait, c'est un petit peu, mais voilà, c'est un petit peu comme une laide femme. C'est une laide moto, c'est-à-dire que tu es très bien dessus, tu vois, mais tu n'as pas envie qu'on te voit avec toi, tu vois. Regarde-moi ça. Ici, par exemple, c'est impressionnant, hein. Et je me demande si on penche plus qu'avec une moto, en fait. Je dis bravo. Très sympa, vraiment. C'est... Le premier mot qui me vient, c'est bluffant. C'est vraiment bluffant, c'est tolérant, ça autorise toutes les conneries. C'est une merveilleuse machine pour apprendre à rouler la moto. Après, il faut passer à la moto. Mais au départ, c'est avec ça qu'il faut apprendre. Non, c'est vrai que c'est fou, parce que c'est le genre, tu peux faire des petites erreurs, ça pardonne tout cet engin-là. Ça va bien, bon, il faut régler là, hein, tout ce qui est béquille, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que la béquille est mise là. Donc quand tu veux la rabaisser, forcément tu as ton pied qui touche. Donc moi je viens de m'ouvrir, je me suis ouvert ici, hein, toute la jambe est ouverte. Sinon il faut mettre un pare-brise un peu plus haut et mettre plus de vitesse. Parce qu'on est tout de suite à fond de 6e. Il faut peut-être essayer une 7 et une 8. Voilà. Incroyable engin quand même, hein? C'est fou, hein? Ça t'a plu? Oui, ça m'a plu, ça m'a étonné, ça m'a stupéfait. C'est un espèce de scarabée. C'est un scarabée, hein, tu vois bien que quand tu la vois, c'est un peu bizarre. Hein, on est en 2030 avec cette moto-là. Hein. Oui, peut-être. Ouais, t'as l'impression qu'à un moment donné, tu sais, comme les jeux, là, elle va se replier. Et là, qu'est-ce que c'est? Attention. C'est Séraphine. Je vais dire à Séraphine. Je suis occupé, je vous rappelle, t'as vu la touche? C'est magnifique. Ça, tu dirais le Niken. Non, alors le Niken, tu vois ce que je te disais, quand tu la vois, tu te dis à un moment donné, elle va faire crac, 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 et puis hop, tu la prends comme une valise. Voilà, transformer, exactement. Ce serait peut-être pas mal ça. Ça serait bien, s'il faudrait, voilà, je viens d'avoir une toute bonne idée, note-le un petit peu. Téléphone un peu chez Yamaha, et en transformer, ça se dit que voilà. Et donc, non, alors, très très impressionnant parce que tu ne t'attends pas du tout à ça. Tu te dis, oh là là, ça va être rigide, ça va être, tu vois, tu te dis, je vais devoir faire ça. Et puis tu fais ça, et ça va exactement où tu veux. Moi aussi, ce qui m'a impressionné, c'est que, en tant que pilote, tu ne vois pas qu'il y a deux roues devant. Ah ouais. Et tu l'oublies très vite. Non, je disais pilote parce que, ouais, j'aurais peut-être dû dire... Non, bon, enfin voilà, j'ai bien aimé la moto. Non, mais c'est vrai, tu ne vois pas le truc. Tu vois, si tu voyais, je suis sûr que si tu vois les deux roues, oui. tu vas te dire, ouf, ça ne va pas aller. Et comme tu l'oublies, et puis tu te dis, ça penche encore plus que... Tu vois, parce que moi, je ne suis pas un pilote, tu vois, je nerve aussi, je ne mets pas mon genou par terre. Mais si tu te dis, tiens, hop, je vais prendre ce rond-point-là, eh ben tu dis, ça passe sans problème. Je dis, le seul petit défaut, moi, que j'ai vu, c'est
un petit peu, même si, un peu de niaque en plus. voilà, même si je ne suis pas, tu vois, un fou furieux de la vitesse, parce que moi j'aime bien les gros bazars, tu vois, qui m'amènent où je veux en ayant du vent dans ma figure. Mais c'est vrai que tu es vite en 6e et tu es vite à fond de 6e, quoi. Ouais. Mais sinon, impressionnant, très bon klaxon. Très très bon, il y a un espèce de... Enfin, je sais plus comment ça fait. C'est une option, ça. C'est l'option 1, il faut la mettre, parce que ça, c'est vraiment que ça... Renaud, tu connais l'Auvergne? Mais non, pas assez. Il faut aller en Auvergne. Il y a plein de bonnes raisons d'y aller en moto, parce que les routes sont fabuleuses. Ouais. Le fromage, top. La bouffe, génial. Ouais, vraiment, exactement. Et là-bas, casque bleu, évidemment. Et obligé. Parce Ouais. que, ok, ça va? Ça va. Moto bleu, casque bleu et... Oui, ouais. Non, mais j'irai. Oui, ben écoute, si tu passes, tu peux y aller. Moi, j'y suis allé. On était en fait à Saint-Nectaire, qui est un petit village de 700 âmes, qui a été envahi le temps d'un week-end par une horde de bikers. Et c'était génial. On a participé au Ace of Freeway, première édition. Et on est parti là-bas avec une bande de copains, Gérald Louéry, Fred Kruger, Denis Bonsire, et quelques motos essayées. Je vous emmène en Auvergne. Eh ben, ce qu'on dit souvent de l'Auvergne, hein, c'est que l'Auvergne, la France, c'est l'Auvergne avec un bout de terre autour. On est dans un centre, on est vraiment en plein centre de la France, une région volcanique, une région forte où on ressent une vraie énergie. C'est juste idéal pour rouler aussi, dans la mesure où à chaque fois qu'on franchit un puits, on a une vue on a une vue sur les paysages suivants. Donc non, c'est vraiment un endroit intéressant pour rouler, ça c'est sûr. Pour vivre, évidemment, mais pour rouler encore plus. Ce qui est bien, oui, avec l'Auvergne, c'est la possibilité d'avoir des vues super dégagées comme on a ici. On a des grands horizons, des vues lointaines, des espaces, des perspectives. Moi, c'est ce dont j'avais besoin quand je suis arrivé ici. Et j'avoue être comblé chaque matin quand je vois des vues comme celle-ci. Eric nous fait le privilège de nous faire visiter sa grange secrète qui recèle bien des trésors cachés sous de vieux draps de lit. Alors ça, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Ça, c'est rare. C'est une Vélocette Truxton avec un gros carbu à malle, Grand Prix, et un 500 qui... c'est une moto de course, clairement, que Vélocette a faite. Quelle année environ, Eric? Celle-ci, elle est de 69. Ça fait partie des dernières. La conception du moteur date de 56, mais c'est vraiment une moto de course sur laquelle ils ont mis un phare. Hein. Vraiment, c'est ça, hein, le principe d'une Vélocette Truxton. Eric et Nathalie ont quitté Paris et sa vie trépidante pour ouvrir l'auberge du lac du Guéry, un incontournable de la région. Beau, hein? C'est pas mal ici quand même. Hein, ouais, pas mal du tout. Quelle belle région pour rouler. Hein. On s'est fait plaisir sur des petites routes fantastiques avec des revêtements de circuit. Moi, c'est une révélation. Hein. Je pensais que l'Auvergne, c'était 2 volcans. Tu fais une montée, une descente, et puis c'est la plaine autour. T'es à la montagne ici. Ouais, Hein. ça vallonne dans tous les sens. C'est très vert. Ouais, ouais. Les asphaltes, c'est magnifique. Ouais, vraiment. Pourtant, il y a de l'amplitude thermique. Hein. Donc on a des leçons à prendre, je crois. Ouais. Apparemment, ils ne salent pas ici les routes. C'est possible? Et donc, ça abîme moins l'asphalte? Ah ouais. Je sais pas. Et puis, on a roulé avec 4 bécanes qui étaient complètement différentes. Ah oui, là vraiment, c'était du noir au blanc en partant de 1200 cm3 à 700 cm3. Et donc en partant de la plus petite qui est la Yamaha MT-07. Moi, j'avais pas envie de rouler avec des 4. C'était celle qui m'attirait le moins. Ouais. Et en fait, je crois que comme toi, c'est un peu une révélation. Hein. Ça marche très très bien. Et c'est en fait la belle surprise de cet essai. C'est pas vraiment comparatif parce que les machines n'étaient pas vraiment comparables. On aurait pu essayer ça. Ouais. Mais je trouve que c'est trop bruyant. Et justement, celle-là, ce qui me plaît beaucoup, c'est peut-être parce qu'on a pris un peu d'âge et qu'on n'a plus besoin de faire de bruit pour sentir notre testostérone vivre. Celle-là, c'est la discrète. Oui, elle fait pas beaucoup de bruit.
Mais qu'est-ce qu'elle est facile, Ouais. efficace. Le moteur, il tracte bien. Et puis quand ça Ouais. arrive, waouh. Ouais, quand ça part dans les tours, c'est très étonnant parce qu'en fait, on ne s'attend pas du tout Mais à pas une telle brutal, hein. non, une telle vivacité. Et donc, moi, j'ai trouvé cette moto accessible. Elle est basse de selle. Elle a un comportement routier qui est vraiment Ah oui, ça vire. parfait. Oui, c'est vraiment très très bien. Beaucoup. Par contre, par rapport, par exemple, à la KTM, qui elle est beaucoup plus brutale, elle est évidemment dotée de pas mal de pièces racing. Ah, elle est plus Euh, valorisante quand on aime le oui, sport. mais elle est moto. beaucoup plus exigeante. Ouais. Tu vois, elle pardonne beaucoup moins d'erreurs. S'il faut rentrer très très fort sur les freins dans un virage, elle se raidit, je trouve, beaucoup plus que la Yam. La Par Yam, contre, pour ça, elle a un train avant qui me rassure on a énormément. un hein. retour d'information du train avant qui est vraiment Ça ressemble parfait. plus, on sent l'expérience course chez KTM. Oui. Alors qu'ici, on est plus sur de la bécane qui s'adresse à Quelque monsieur chose tout le monde. d'accessible en fait. Très très accessible. Je suis grand, hein, moi, donc c'est un peu... On est un peu à l'étroit comme tous les deux ça. comme format. Oui. Ouais, un peu. Ouais. Mais je ne me sens pas très fatigué. Alors par contre, moi, une moto sur laquelle on n'est pas du tout à l'étroit, c'est évidemment la BMW R90, qui là était dans une finition juste splendide, hein, cette version 719. Bon, c'est une moto avec ce guidon bracelet qui est un peu plus physique, un peu plus difficile à emmener C'est-à-dire sur des qu'il petites faut, routes. il faut Oui. que ça roule un peu plus Oui. que... Elle a besoin d'espace un peu, Voilà. cette moto, tu vois, Ouais, elle a besoin parce que le d'espace. moteur est volontaire, le cadre, le châssis est d'une rigidité exemplaire, le train roulant est parfait, mais c'est une moto qui a besoin un peu d'espace. À la limite, cette moto, la 719, moi je la verrais bien qu'un grand guidon. Ouais, en modèle Scrambler alors. Oui, Scrambler ou R90 normal, tu vois, quelque chose de Avec d'un un plus grand guidon. voilà. Ouais, ouais. Et ce serait un peu plus reposant parce que bon, ici, on monte des cols, on descend, on a des longues descentes, donc on est en appui sur les poignets et c'est un peu moins confortable. Alors, bon, évidemment, des 4 en termes de cylindrée, en termes de couple, en termes d'agrément de conduite, mais surtout de polyvalence. Bon, on a évidemment la Triumph Scrambler 1200. Pour moi, c'est une des meilleures machines qui est sur le marché pour le moment. hein. Oui, c'est vrai. Tellement on peut faire des... Elle est Oh. polyvalente en fait. Ouais. Honnêtement, c'est celle avec laquelle je suis le plus efficace sur la route. Ouais. Et en plus, si j'ai envie, Ouais. hop, je vais en tout terrain et ça fonctionne. Alors, bon, tout n'est pas parfait dans un monde parfait. Moi, cette moto, il y a 2-3 petits défauts. Bon, on le sait quand on l'achète, il n'y a pas de saut de vent du tout. Donc, à un moment donné, à partir de 130, 140, ça commence vraiment à tirer sur les épaules parce que le guidon est large. Troisièmement, je trouve que, bon, mais ça, c'est peut-être relatif à mon âge. Je n'en sais rien. Mais, en fait... Bonjour, madame. Madame. En fait, j'ai un petit problème de lisibilité avec le compteur. Ah c'est ouais un compteur qui fourmille d'informations. Oui, il y a beaucoup. Avec lequel on peut faire beaucoup de choses. hein. On peut relier sa GoPro, on peut avoir de l'aide Google au niveau de l'itinérance. Mais pour moi, c'est un peu petit en termes de lisibilité. Tu vois, quand je roule, je ne mets pas mes lunettes. Et donc, ça me pose peut-être un petit souci. Et dernier point, on ne l'a pas essayé en situation de canicule. On n'a pas encore eu cette chance d'avoir ça en Belgique, ni ici. Mais je Le trouve pot. que le pot chauffe un peu l'intérieur de la Un cuisse. peu, oui. Maintenant, c'est à voir en utilisation vraiment estivale, mais bon, on a encore cette moto pour un moment. Mais pourra le juger. des 4, c'est quand même celle que je prends, moi. C'est Oui. celle qui me donnera le plus de... À titre personnel, moi, c'est vraiment la bécane qui va me donner le plus de satisfaction. J'hésiterais peut-être, aujourd'hui, si je devais acheter une bécane, ce serait soit ça, soit la Ténéré 700. Ouais. Qui est encore plus polyvalente pour moi. Et qui finalement est sur la base moteur de cette MT-07. C'est un super Comme moteur. quoi, en fait, avec un seul moteur et avec des cartographies différentes, des boîtes à air de différentes dimensions et peut-être quelques étagements de boîte de vitesse, on a finalement des moteurs radicalement différents. En partant d'une Ténéré qui est une moto faite pour l'aventure, les espaces, la piste, Pour tout faire. pour tout, Pour la route pour aussi, arriver sur hein. Même pour la ville, tellement elle est facile. Oui, pour arriver sur quelque chose de mixte, d'un peu plus lifestyle, avec la XSR XT Tribute, X-Tribute. voilà, et puis la une MT-07. MT-07. Oui, ce moteur, il est terrible. Mais je t'ai dit que j'ai essayé la XSR 700 X-Tribute. Même plateforme en fait. Plus ou moins, ouais, plus ou moins. Et c'est assez... Moi, ça me plaisait bien. Elle convient un peu plus à un plus grand gabarit. Oui. Déjà parce que j'adore la XT500. C'est une bécane La qui belle m'a fait référence. rêver. Gamin, c'était la bécane de papa. J'en ai eu une aussi.
Et donc au niveau des références, tout y était, les petits clignotants orange, le phare rond devant, le grand guidon, la grosse selle longue, épaisse, la position, et puis elle avait une boîte à air différente. Et en termes de caractère moteur, tu as senti quoi? Eh bien, c'est la plus... madame, monsieur... Monsieur, bonjour. Eh bien, en fait, c'est la plus expressive des trois. De celle-ci, de la Ténéré, eh bien, c'est la plus expressive parce qu'en fait, la boîte à air est différente, la gestion électronique est différente et ils ont mis une ligne complète à Krapovic qui remonte. Un peu plus, et alors, en fait, oui, mais sans cogner, sans être... c'est pas KTM, hein. C'est... la KTM ne cogne pas, mais on sait que c'est plus racing. Ici, c'est très XT, en fait. Ça rappelle... avec de la rondeur quand même. Oui, non, ça cogne pas en dessous de 2000. Hein. Donc ça m'a bien plu cette moto. Ah d'accord. Et puis, je sais pas, elle est belle. Elle est belle. J'aurais juste peut-être rabaissé encore un peu plus le moteur et donc faire passer le pot d'échappement différemment pour avoir une partie massive au-dessus, boîte à air et réservoir un peu décalé. C'est un peu, on va dire, le défaut ergonomique et en tout cas graphique de cette série XSR, c'est qu'il y a une sorte de décalage. Ils ont mis peut-être... Sur la Ténéré aussi, hein, c'est un peu plus volumineux. Celle-ci, l'air de rien aussi. C'est une question d'architecture. Mais tu vois quand même que c'est des bécanes, ça a été réfléchi. Non pas pour faire waouh, la perle ultime dans la catégorie, mais une bécane qui s'adresse à tous les gabarits, toutes les tailles, toutes les capacités de moteur. C'est pas une moto poudre aux yeux. Ah non. Tu la vois, tu dis ouais, ok. Il y a des choses qui sont beaucoup plus interpellantes, mais une fois que tu l'as essayé, ça c'est vraiment bien. Alors pour revenir un peu sur cette KTM qui est évidemment équipée de toutes les pièces racing, qui fera évidemment rêver tous les gens qui aiment bien mettre un peu le genou par terre. C'est une moto qui en est capable même de faire un peu de piste sur des circuits un peu plus intimistes. Je pense par exemple à Mété, on va pas la Francorchamps avec ça. J'irais plutôt à Mété, moi. Même sur un circuit de karting, c'est très absolument. Comique. Par contre, il y a un petit côté on-off de la poignée de gaz. Il pourrait y avoir un tout petit peu plus de progressivité pour l'utilisation sur route. Sinon, pour le reste, c'est une moto évidemment très très performante. Puis tout à l'heure, on était à une station, il y avait plein de personnes qui venaient regarder chaque petite pièce, le petit levier ici. T'as vu, tu peux desserrer là et l'allonger ton levier ou le raccourcir. Et ça, bon, bah, les moteurs, je vais dire racing, apprécient. Bon, ben, il y a un peu de l'animation dans le village, si on allait voir ce qui se passe. Allez, go. On est parti. On y va à pied ? Ah, tu veux y aller à pied ? C'est pas une mauvaise idée, oui. Saint-Nectaire, petit village rural d'Auvergne qui compte 730 habitants, va devenir, le temps d'un week-end, un des hauts lieux de la custom culture pour accueillir les premiers Ace of Freeway. Alors les Ace of Freeway, c'est quoi ? Eh ben, c'est tout simplement le plaisir de se retrouver dans une région authentique et propice à la balade moto. Un itinéraire de 200 km est proposé et sur ce parcours, 4 lieux où vous devez récupérer des as. Au retour et sur présentation des 4 as, vous recevez votre t-shirt de finisher. Bon, pas glorieux, mais super sympa, simple et efficace pour s'assurer une belle journée entre potes et découvrir les superbes routes du coin et les chaleureuses auberges où les spécialités locales tiennent chaud au corps. J'aime autant de vous le dire. Pas de roadbook, pas d'horaire, c'est comme on veut, où on veut, du moment qu'on passe par les 4 points de rendez-vous pour ramener ses as. Le pays des lacs et des volcans a encore une fois tenu toutes ses promesses en termes de paysage et d'accueil. Mais revenons à Saint-Nectaire où le centre du village, d'habitude si paisible, s'est transformé en une bikers parade. On y trouve du mobilier spécial, des fringues, des sacs, des accessoires, des barbus, des barbiers et tout un tas de bécanes toutes droit sorties des magazines. Chacun y expose ou y admire la moto de l'autre dans une débauche de chrome et de peinture où la seule limite est celle de l'imagination. Bon, salut David. Salut. Alors, moi je suis vraiment touché par ton boulot parce que le dessin fait partie de ma vie, mais toi t'en as fait ton métier. Ouais. Et alors tu as des dernières réalisations qui sont en fait des crayonnés
Oui. que tu revernis après. Donc on garde ce coup de patte. Ça, je trouve ça vraiment assez extraordinaire. C'est le but parce que c'est différent, c'est très délicat à faire parce qu'un crayon, c'est pas fait pour dessiner. C'est vraiment en crayon que tu le fais. C'est vraiment en crayon. Mais c'est très délicat parce que justement, c'est pas fait pour dessiner sur une surface dure un crayon, c'est fait pour du papier. Oui, donc faut pas repasser avec la main. Voilà, faut pas repasser avec la main, faut bien calculer son sens de travail et surtout pas se louper parce que sinon on recommence tout. Quoi. Ouais. On peut pas gommer là. D'accord. Faut repenser, recommencer. Bon, tu t'es fait un nom dans le milieu, ça fait quand même quelques années que tu exerces. Hein. Et maintenant, tu en vis. J'en vis. Tu es installé où? À Sorgues, entre Avignon et Orange. D'accord. Et tu fais principalement des foires comme ceci pour te faire connaître, des manifestations, des events? Ouais, beaucoup d'événements. Après, il y a eu des collaborations avec Freeway Magazine où j'écrivais dedans et je faisais des tutos de peinture. Quelques grosses marques m'ont fait confiance où je travaille avec eux, voire même je bouge avec eux sur des événements qui n'ont rien à voir avec la moto. D'accord. Pour faire des démonstrations de pinstriping entre autres, ça c'est sympa. Et alors nous on s'était rencontrés il y a déjà quelques années parce qu'en fait pour faire un lien vers notre pays, c'est toi qui faisais, et tu l'as fait sur pas mal de motos, les décorations, les strippings sur les motos de Fred Kruger. C'est ça. D'accord. Et je crois d'ailleurs qu'ici tu lui as fait une petite surprise, je crois que tu lui as fait un casque. C'est vrai, ouais. Ouais, il est là je crois, non? Un casque qui est là. Donc Fred a voulu écrire son surnom, le Master Bricoleur, faire son logo, mais mon clin d'œil, il est là. T'as osé mettre un drapeau français sur le casque de Fred? Sûrement. Fred m'a dit tu fais ce que tu veux. C'est un petit contentieux entre lui et moi si tu veux. Ça s'est passé dans son salon à une certaine date. Ouais. Il comprend pas. Je peux peut-être te suggérer pour en remettre une couche, de mettre le score de la finale? Ben, quand on regarde bien, ça fait 1, 0. Excellent. Merci David. Merci à vous. C'est la quintessence de ce qu'on aime en moto. Étant donné qu'on voulait faire un show bike, on a décidé de faire vraiment ce qu'on avait envie comme type de moto. Et il y a du boulot, hein. Il y a 800 heures de travail. Et il y a des pièces aussi. Oui, mais c'est surtout de la création. C'est ça qu'on a du mal. Ce qui est génial avec cette moto, c'est qu'au premier coup d'œil, on se dit oh, de loin c'est une XT500, mythique. Et puis quand on vient un peu plus près, ah c'est pas le même moteur, ah c'est pas les mêmes roues. Ah mais par contre on a respecté, ah c'est pas le même réservoir. Mais il y a une somme de petites pièces qui ne se voient pas directement, sauf quand on connaît un peu. C'est l'effet qu'on cherche, c'est-à-dire qui est d'emblée la sensation d'une cohérence sur le travail et que finalement la première sensation, elle aurait pu être d'origine comme ça. Alors on garde les codes, comme notamment, enfin je veux dire, la déco réservoir avec c'est la finition des modèles 82, 83, le feu TY à l'arrière, enfin ce genre de codes qui sont un petit peu disséminés sur l'ensemble de la moto, mais c'est une réinterprétation à notre manière. J'y ai aussi rencontré les petits Belges et les petits Belges de LSF qui présentaient leur réalisation vraiment surprenante. Des petits Belges bien sympas qui seront présents au Lifestyle Village lors des prochains Bikers Classiques 5, 6 et 7 juillet. Des petits gars qui ont la frite. Bon, après ce super week-end, il faut bien rentrer chez nous. L'an prochain, ne ratez pas les Ace of Freeway. Donc voilà, l'Auvergne, tu as vu, superbe coin à visiter. Ah, ça fait très très envie. Ah ouais, vraiment. Que... Si tu as l'occasion, il faut y aller. Mais tu vas partir bientôt en vacances en moto, toi? Oui, je vais au Festival d'Avignon. Est-ce qu'on ne donnerait pas quelques bons petits conseils aux téléspectateurs pour partir en vacances? Pour partir en vacances, quand il fait chaud, alors moi le seul premier conseil, et je l'applique même si c'est moins, mettez quand même une veste.
ne roulez pas en bras de chemise, mettez une veste qui soit un peu protégée, mettez quand même des talons, des bottes, et mettez votre casque et les gants. C'est la seule chose que je peux dire. Toi, tu vas dire d'autres choses par rapport à la bécane. Oui, c'est important ce que tu dis, parce qu'une petite gamelle à 20 km/h et les vacances sont ruinées. Hein, on a le bras comme une pizza 4 saisons et franchement, ça et ça pique. Hein, et quand en plus... La 4 saisons, ça pique. Hein. Ça pique la 4 saisons, oui. Mais non, mais alors ce qu'il y a, c'est que tu te dis, ça va, c'est rien, c'est une balafre. Et puis comme il fait du soleil, eh ben ta balafre, tu l'as toute ta vie. Voilà. Et tu te retrouves comme Marc qui est là derrière la caméra, qui est balafré à mort, parce que lui, évidemment, hein, il s'est balafré, et puis je vais me mettre au soleil. Tu sais bien comment ils sont les vieux. Enfin, voilà. Ça, ouais. C'est difficile. Mais il y a 2-3 petites choses quand même qu'il faut essayer de penser avant de partir. Des choses très simples. Pensez d'abord à vos pneus. Donc, il faut en mettre. Oui. Mettez des pneus l'été, parce que moi j'en ai vu 2-3 sur jantes. Ouais. Ça fait, c'est joli, hein, les étincelles sont jolies, mais ça va moins bien. Ça va moins bien, oui. Non, mettez des pneus, les gars, mettez des pneus neufs. Si maintenant vos pneus, il vous reste 1000 ou 2000 km d'autonomie, enfin, ou non. Oui, si, d'autonomie, c'est bien. 1000 ou tu te dis, tiens, voilà, il me reste 1000 ou 2000 km, eh ben non. Eh ben, changez-les avant de partir. Ça vous coûtera moins cher que de perdre l'avant au fin fond de l'Auvergne un soir d'orage, par exemple. Vérifiez bien la pression de vos pneus parce que vous allez charger votre moto et donc il faut mettre un peu plus de pression. Vous vous référez aux données du constructeur. Mettez une moto en ordre d'entretien, faites une vidange, faites ce qu'il faut pour que votre moto ne vous cause pas le moindre souci de base. Une panne, on n'est jamais à l'abri d'une panne. Ça peut arriver à tout le monde, mais... Voilà, alors un petit conseil, moi, que je peux donner, parce que ça m'est arrivé, il y a des petits systèmes pour accrocher le GSM. Oui. Eh bien, dans le sud, quand il fait 45, le GSM là-bas, il n'aime pas. Non. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, il fait trop chaud. Il sue. Non, mais c'est vrai. Et donc, c'est foutu, ces belles GSM-là. Trop chaud, 45 degrés pendant une demi-heure, parce que toi, tu ne le sens pas qu'à 45, tu roules. Mais lui, voilà. Et lui, il a si fort le soleil dans sa figure. Et à un moment, il dit, ah non, hop, et il fait une sieste. Donc, soit une petite, tu vois, un petit truc pour l'emballer. Une glacière. Voilà, une petite... Non. Toujours, petite glacière. Et en fait, il faut rouler en sidecar. Le téléphone dans le sidecar, voilà. Bien au frais, avec 2-3 glaçons, un petit parasol. Ça va être compliqué. Voilà. Ça va être compliqué, ouais. Non, mais c'est vrai. Ça, bizarrement, moi, il s'est arrêté 2 fois. Ah oui, à cause de ça. À cause de ça, tu as usé, tu te promènes, il fait 45 degrés. Ne dis pas où tu vas. Tu es à... Non, c'est une biestreille, mais... Il faut y penser. Ouais. Mais oui, bon, la moto, on a plus ou moins fait le tour, hein, donc soyez vigilants. Un petit coup d'œil autour de tous les accessoires de votre moto. Regardez si tout est bien en place, tout est bien serré. Je le répète, vos pneus, un bon entretien avant de partir. Les bagages, très important les bagages. Avant de vous énerver sur la paire de baskets indéformables qu'on essaye de pousser dans la sacoche et qui fait tomber la moto au dernier moment, essayez d'être rationnel. Chargez votre moto avec les objets lourds en bas, pour ne pas déplacer votre sorte de gravité. Et si vous n'êtes pas attaché à une tenue particulière, parfaitement repassée, ce qui est déjà très difficile en moto, essayez d'opter pour le look chiffonné chic. Et, que tu portes très bien d'ailleurs. Ah ouais, voilà. Ça, le chiffonné chic, le chic, c'est très bien. Et par exemple, pour gagner beaucoup de place, eh bien, vous allez, et je ne vais pas les citer, c'est pas grave, vous allez chez Decathlon et vous allez chercher des sacs qui permettent de faire le sous-vide. Et vous mettez vos vêtements là-dedans, vous faites le sous-vide et vous vous retrouvez avec 15 jours de vêtements comme ça. Évidemment, au déballage, comme je viens de le dire. C'est chiffonné chic. C'est chiffonné chic. Même au visage, hein, regardez, le visage, c'est chiffonné chic. C'est un truc, il n'y a que lui qui l'a. Tu as l'impression qu'il se lève alors qu'il est quand même déjà midi. Ouais. Bon, allez, encore 2-3 petits conseils. Matériel photo. Bon, forcément, vous partez en vacances, c'est pour faire des photos, même si maintenant on fait quand même pas mal de choses avec les téléphones. Si vous allez dans des contrées qui sont un tout petit peu poussiéreuses, par exemple, ou s'il y a du sable, si vous allez un petit peu vous balader au Maroc ou des choses comme ça, à moins évidemment d'avoir de gros appareils photo, mais en général on se contente avec les performances actuelles de petits appareils. Mettez ça dans un sac congélation avec une fermeture zip. Ça ne coûte pas cher, vous en prenez 2 ou 3 de rechange et votre appareil est parfaitement protégé de l'eau, de l'humidité, de la poussière et du sable. Petit conseil de photographe averti. Elle est belle celle-là. Magnifique. Elle est belle celle-là. Jean-Lucier la moto. Exactement. David Hamilton du 2 roues. Dernière chose, l'administratif, les papiers.
Alors, si vous restez en Europe, il n'y a pas trop de soucis. Si maintenant votre moto est immatriculée, par exemple au nom de votre société, et que vous devez quitter l'Europe ou passer dans un pays hors de la communauté européenne, n'oubliez pas d'avoir une autorisation signée par vous, si vous êtes le patron de votre société, ou par le patron de votre société, qui vous autorise à sortir de la communauté européenne avec une moto qui est immatriculée au nom d'une société. Pensez-y, sinon vous êtes bloqué à la frontière et vous faites demi-tour. Bon, on a parlé un peu chargement, donc je crois qu'en fait, on agit avec sagesse, comme en bon père de famille. Ouais, c'est ça. Même si on n'a pas de gosse, ça n'a rien à voir. Ouais, voilà. Et avec ça, vous vous ménagez des vacances relativement peinardes. Où est-ce qu'on en est? Ça avance bien. Ça avance l'histoire, c'est bien. Ça se passe Écoute, bien. voilà. Tout ce qui est bagaging, on a fait. La moto pour l'été, on a fait. Les vacances, on a fait. L'Auvergne, oui. Eh bien, écoute, moi je te propose de parler des Bikers Classiques. Oui. Gros événement qui aura lieu le 5, 6, 7 juillet, donc dans quelques jours. Venez nombreux, circuit de Spa-Francorchamps, la plus belle manifestation de moto classique d'Europe. 1200 pilotes sur la piste, des courses d'endurance, le Lifestyle Village. Il y a plein de choses dont on va vous parler et dont on va avoir le plaisir de partager ensemble lors des Bikers Classiques. Mais on va retrouver l'organisateur Florian Jupsin qui va nous mettre l'eau à la bouche. Florian, c'est à toi. Oui, donc comme vous le voyez, on est très actif à la préparation des Ashok Bikers Classics 2019. Avec toujours l'eau d'animation au programme, à commencer par l'anniversaire des 70 ans de Grand Prix. Donc on aura une parade dédiée avec des motos de 1949 jusqu'à 2019. Pour célébrer cela, nous avons invité à cette fête Johnny Cecotto, Steve Baker et Christian Saron, qui ne manqueront pas d'être présents et disponibles pour répondre à vos questions ou signatures. Mais l'animation aussi, que sont les 4 heures classiques, pas moins de 70 équipages au départ, avec des noms ronflants tels que Guy Martin, Stéphane Mertens, Grégory Fastré et j'en passe. Et puis alors, toutes les animations, je veux dire, entre guillemets, habituelles, le Lifestyle Village par exemple, qui affiche encore une fois complet, le trial classique pour la 2e édition, avec une centaine d'engagés pour cette seconde édition. Le concert, les sélections motos pour les séries, donc là avec des motos toutes plus belles les unes que les autres. Et puis une petite nouveauté cette année, une exposition FN. Donc pour fêter les 130 ans de la marque, on a décidé de réunir une petite vingtaine de motos d'exception qui seront visibles dans les salons de l'eau rouge. Donc vraiment une belle exposition en perspective. Et puis alors, évidemment, toutes les autres animations, bourses d'échange, village commercial et autres. Donc je vous donne rendez-vous le 5, 6, 7 juillet pour les Ashok Bikers Classics sur le circuit de Spa-Francorchamps. Renaud, oui. Le trial, tu connais? Oui. Ah. Enfin, je connais, je regarde ça à la TV. Hein, c'est quand même un sport, de gars qui ne sont pas normaux. Hein. Ah oui, pourquoi? Mais je ne sais pas. C'est avec ta moto et on te met un camion et il y a un qui dit pas cap. Je suis certain que les meilleurs au trial, c'est ceux qui n'acceptent pas le pas cap de passer au-dessus du camion. Quoi? Regardez. Et franchement, tu te vois, tu es sur une moto et tu as 30 tonnes comme ça. Tiens, regardez. Et tu te retrouves au-dessus du bazar et puis tu dis ouais, mais il faut descendre, gars. Enfin, c'est quand même épatant. Hein. C'est épatant. Et moi, ce qui m'épate le plus, c'est, je remarque toujours ça quand je regarde des compètes, c'est la façon dont ils dégonflent les pneus. Ah oui. Et qui sont sur des arêtes comme ça, et tu te dis, c'est pas possible de leur toucher la jambe, tu vois, pour plus de stabilité, et c'est quand même un sport. C'est extraordinaire. De flamants roses, hein. Ils sont tout le temps assis, avec une patte, tu sais, une patte dans l'eau, l'autre sur la moto. Nous dis, tu vas tomber. Denis, c'est bon. Ah, c'est bien, mais il y a une belle compète, tu m'as dit. Oui, écoute, le week-end dernier, à Comblain-au-Pont, il y avait la 4e manche du mondial de trial, avec les grands ténors qui étaient là. Alors, écoute, on va aller y faire un tour. Moi, j'y ai passé évidemment tout le week-end. Enfin, grand ténor, ils n'ont quand même pas ton gabarit. Non. C'est un défi tout ainsi. Hein. Oui, tu te dis, quand tu arrêtes la moto, monte sur un cheval, là, grand, c'est bon. Ou le vélo, tu vois. Et moi, tout ça m'est interdit.
Ben, bizarrement, médicalement. Oui, évidemment. Oui. Rien de religieux là-dedans. Donc écoute, je t'emmène à Comblain, ce qu'on appelle déjà le petit Monaco du trial, pour découvrir cette manche du championnat du monde qui était exceptionnelle. C'est parti. C'est jour de course aujourd'hui, c'est jour de course à Comblain. C'est jour de course parce que dans quelques minutes, ça va être le départ de la 4e manche du championnat du monde de trial. Et je me trouve ici dans la zone numéro 15, la terrible zone numéro 15 qui est là, juste derrière moi, où les pilotes s'élanceront tout à l'heure. C'est le moment des reconnaissances. Donc vous voyez comme moi, les pilotes sont en train de faire à pied la zone pour essayer de trouver la trajectoire idéale, l'endroit où ils vont poser les roues, l'endroit où il y aura du grip pour pouvoir monter, ce qui semble impossible à monter. Qu'est-ce que vous pensez de cette zone? C'est très difficile pour vous? Non, non, c'est pas très difficile. Il est important de bien partir d'ici, et après le premier rocher, il faut suivre la ligne. C'est facile, enfin, pas trop facile, mais réalisable. Vous allez passer en première vitesse? Oui, oui, on démarre ici à fond pour avoir de l'élan. Alors pour eux, ce n'est pas difficile. C'est un autre monde. Alors depuis vendredi, je traîne, entre guillemets, un peu dans les paddocks pour y prendre l'ambiance, pour se rendre compte un petit peu des machines présentées, pour essayer de rencontrer les pilotes. Et justement à ce sujet, nous avons des représentants belges. Et donc j'ai rencontré Julien Roussel, qui est un des concurrents belges, qui va prendre le départ dans quelques minutes. Julien, bonjour, tu es Bonjour. Julien Roussel. Oui. J'aimerais bien que tu te présentes un peu pour nos téléspectateurs. Donc Julien Roussel, 28 ans, Oui. j'habite à Liège. D'accord. Et 7 fois champion de Belgique en expert. D'accord. Alors bon, bah ici on est en championnat du monde. Ouais. C'est une belle opportunité évidemment de rouler dans de telles conditions. Tu as un peu reconnu le terrain ce matin. Comment Ouais. ça se présente? Ça s'annonce très dur. Ouais. Des zones par moments fort roulants Oui. et d'autres fort techniques. D'accord. Donc À ta portée? certaines zones oui, d'autres il va falloir se battre. Ouais, d'accord. Ça va être assez dur. Pas de refus d'obstacle? Non. Non. Tu vas aller dans tout ce qui se présente en tout cas. Ouais, dans chaque obstacle. D'accord. Tu vas rouler sur quoi? Sur une bêta, D'accord. comme ici devant nous. Ouais. Alors, bah, c'est une moto, c'est le modèle 2019, 2020 peut-être déjà? Non, 2019, le Factory. D'accord. Ok. 300 cm3? 250. 250. C'est le règlement. Ah oui, voilà. ça te pénalise un peu en fait? Un peu, oui, parce que c'est pas comme une 300 que je roule au championnat de Belgique avec. Moins ronde? Un peu plus pointue? Moins peut-être? puissant, Ouais. donc un peu moins de pêche. Et en plus ici, on a quand même des obstacles de très forte déclinaison, Ouais. déclivité, pardon. Et donc on a besoin de puissance ici. Ouais, c'est dans certains endroits des montées assez fortes avec une D'accord. marche dedans, donc il faut avoir assez de pêche. Ah. Ouais, ça va aller. T'as reconnu la qualif aussi? Oui. Ça va, ça se présente bien ça? Oui, à part la sortie qui est assez technique. Oui. Trois pierres enfilées l'une sur l'autre. Oui, où là, il faut pas se louper dans le timing. Non, Ouais, tout à fait. ni tomber. Ouais, ni tomber, exactement, ni tomber. Bon, demain, bah, forcément, tu seras au départ. On se croisera dans les zones où moi je te verrai, mais toi tu seras, à mon avis, très concentré. Je te souhaite un super trial. Merci, c'est Je souhaite gentil. d'abord de prendre du plaisir. Ouais, bah ouais, en et premier. puis surtout un bon résultat. Ouais. Allez, merci Julien. Merci. À bientôt. À bientôt. Après Julien, un autre concurrent belge est également Maxime Maty, que j'ai rencontré, qui va nous expliquer un petit peu son parcours et aussi un petit peu ce qu'il pense du trial actuel. Ben, moi c'est Maxime Maty, D'accord. j'ai 29 ans, je viens de la province du Brabant wallon, au Havre. Ouais. Je pratique du trial depuis 19 ans maintenant. J'ai hérité ça de mon papa et mon grand-père, la famille Maty à Ouais. Au Havre. J'ai été 10 fois vice-champion de Belgique. D'accord. J'ai été champion de Belgique en nationaux en 2015. J'ai fait 17e mondial en 2007 en 125. Ok. Et puis je suis monté dans la catégorie à l'époque équivalente au trial 2 de maintenant, le junior, 18-21 ans où j'ai fait 29e mondial. Puis j'ai arrêté le mondial et je me suis consacré à mon travail et au championnat de Belgique. Quelle est la grosse différence entre le trial GP et le 2? Trial GP, on a des pilotes qui sont professionnels. Trial 2, on est, je pense, une trentaine aujourd'hui. Et là-dedans, il doit y avoir une vingtaine de pros aussi. D'accord. Et Trial GP, ben,
On est sur des personnes qui roulent tous les jours, qui ne font que ça. Il y a une grosse différence dans la difficulté des zones? Oui, une grosse différence. Il y a en termes de quoi? En termes de franchissement? La hauteur des obstacles. D'accord. Et l'intensité dans les zones. Il y a beaucoup plus d'obstacles qu'en trial 2 ou en trial 125 ou en trial électrique. D'accord. Donc le physique, la technique joue un rôle important. On peut peut-être rappeler pour nos spectateurs qui ne sont pas des trialistes comment ça se passe. On a un temps limite? Alors, on a un temps limite pour la journée. Donc un temps limite pour le premier tour. Un tour, c'est 15 zones. D'accord. Et le deuxième tour, aussi 15 zones. Et aussi un temps limite pour le deuxième tour. Je crois que c'est 2h15 pour le premier tour et 2 heures pour le second. C'est bien ça. Voilà. Et donc voilà, dans chaque tour, il y a 15 sections, comme je viens de le dire, avec dans chaque section une entrée et une sortie. Et dans les sections, on n'a pas de temps défini. Le championnat du monde, mais on a la règle du non-stop. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'arrêter. À partir du moment où on marque un temps d'arrêt, on sera pénalisé d'un échec. Ah oui, c'est échec directement. Au championnat du monde, c'est comme ça. Donc on rappelle, mettre un pied, c'est 1 point. 2 pieds, 2 points. 3 pieds, 3 points. 20 pieds, ça reste 3 points. Voilà. Et toucher, faire tomber une flèche, s'arrêter dans la zone. Arrêt de progression, calage du moteur, le suiveur tire sur la moto. Les 2 pieds du même côté. Les 2 pieds du même côté, les 2 pieds à l'arrière de l'axe de roue arrière ou de roue avant. C'est un échec. Et ça, c'est 5 points. 5 points, oui. D'accord. Et donc, 5 points aussi, si par exemple tu juges qu'un obstacle est dangereux ou tu juges ne pas le faire, c'est un refus, c'est 5 points. Attention, le refus c'est 20 points. Le refus c'est quand le refus c'est 20 points. Le refus c'est 20 points. Le refus c'est quand on ne rentre pas, on passe pas l'axe de roue avant dans le début de la section. Ah oui, donc le mieux c'est rentrer si tu veux pas la faire. Ouais. Je ne vais pas dire comme ça parce que je ne l'ai jamais fait, j'ai toujours essayé, même si c'était trop dur, parce que bon voilà, il faut le faire. Mais quel est le moyen pour les jeunes de faire un peu de trial ici en Belgique? Pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup, hein? Pas beaucoup. D'accord. Il y a des écoles de trial quand même qui existent? Il faut se diriger vers la France. Ouais. À la Bresse, qui est à combien? 400-500 km d'ici, c'est pas encore trop loin. Est-ce que la fédération est ouverte quand même à certains projets de développement? Il y a des projets, mais... Ça reste des projets. Ça reste des comme j'ai dit, mais il faut des bonnes bases pour pouvoir un peu s'amuser. C'est ça le... Ouais. Et c'est ça, il y a quelques jeunes qui sont lancés, mais ils abandonnent très vite. Ouais. J'ai pas peur de le dire parce que je sais ce que c'est, je l'ai vécu. Et c'est chaque fois des paliers, et puis on stagne pendant longtemps, et puis on monte un petit peu. Ça, c'est le trial. Ouais. Et il faut rester très fort psychologiquement, très fort physiquement. Et puis on évolue par palier, et clac, à un moment, je parviens à faire ça. Voilà. Et puis il y a un moment, malheureusement, il y a un moment où on stagne. Oui, et puis parce qu'on n'a pas les physiques, et puis on n'a pas les moyens d'aller plus loin. Et moi je me suis rendu compte que je ne serai plus jamais champion du monde, tu t'imagines le drame. En tout cas, écoute, je te souhaite un très bon trial demain. Merci d'abord beaucoup. De t'amuser. Premièrement, pas de manger, on est là pour ça. Puis voilà, écoute, on va avoir une météo magnifique. Super, on va pas oublier de il va faire chaud, on va boire beaucoup, faire chauffer les moteurs, tu vas bien voir. Je te souhaite de bien te marrer. On se revoit après l'arrivée. Pas de souci. Merci beaucoup à vous. Et enfin, le dernier invité belge qui est arrivé en dernière minute, il s'agit de Danny Crosset, importateur gaz-gaz, qui va parcourir l'ensemble des zones ici sur une gaz-gaz, mais électrique. Donc on prêtera une attention toute particulière aux prestations de Danny, parce que c'est pas évident et c'est une nouvelle discipline qui sera peut-être l'avenir du trial. Danny, bonjour. Bonjour. Tu es évidemment incontournable dans le milieu du trial belge. Et tu nous fais la bonne surprise de participer à cette manche du championnat du monde, mais pas seulement en y participant sur une moto de trial entre guillemets normale, mais sur une moto de trial électrique. Oui, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Ouais. C'était impossible autrement. D'accord. Donc j'ai eu la chance j'ai un ami qui m'a motivé, qui me suivait à l'époque, Thierry Cronin, qui voulait absolument qu'on fasse un jour une course de championnat du monde. Donc c'était vraiment l'occasion ou jamais. Tout à fait. Et, c'est vraiment, j'étais agréablement surpris. Il y a quand même un potentiel assez incroyable et je pense que c'est une catégorie qui va ramener du monde au trial. D'accord. C'est pour toi un peu l'avenir du trial, tu crois? L'avenir, je ne sais pas. Je pense qu'un peu comme ça se passe en Formule 1, un peu partout, je pense que c'est une catégorie en plus. Mais je ne pense pas que ça va remplacer un jour le thermique parce que c'est encore assez loin derrière. D'accord. Mais tu crois aussi peut-être que le trial électrique pourrait un peu réconcilier le milieu écologique avec la moto? Oui, tout à fait, parce qu'une trial, ça n'abîme rien, ça devient très tôt, qui ne creuse pas du tout. Donc là, on n'a pas ce problème-là, on n'a plus le problème de bruit.
Oui, je pense que ça devrait en tous les cas ouvrir des chemins, des possibilités, autant que le VTT. D'accord. Tu as fait ton tour de reconnaissance, tu es allé voir les zones? Oui, Alors c'est nettement plus dur que la semaine passée. Ouais, c'est vrai. Donc, oui, la semaine passée, j'ai pris beaucoup de plaisir parce que c'était un peu je me sentais capable de faire les zones. Ici, c'est déjà une autre histoire, donc je vais essayer de faire pour mieux. D'accord. Mais c'est très joli, évidemment, c'est un niveau mondial. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis on a un interzone qui est un peu plus court, donc en fait ça va ramener le public évidemment parce que ils ont moins à marcher. Je crois qu'on aura du monde un peu dans toutes les zones. Moi, je suis personnellement allé voir la zone 15, qui pour un néophyte comme moi, hein, tu connais mon niveau. Je trouve ça déjà complètement hallucinant. Et donc je me réjouis de vous voir tous évoluer demain, mais vraiment je me réjouis de voir évoluer la gaz électrique. Alors tu me détailles en 2 mots, donc en fait là je m'aperçois que nous avons un sélecteur. Oui, donc l'avantage de la gaz, c'est qu'il y a une boîte de vitesse, un embrayage comme une moto thermique. D'accord. Qui ne réagit pas pareil vu qu'il n'y a pas d'inertie, il y a beaucoup moins d'inertie, mais qui est quand même un sacré avantage. Donc ça veut dire quoi, qu'on a une plage d'utilisation qui est plus longue? Tout à fait comme une thermique, sauf qu'il y a, quand on lâche l'embrayage, on n'a pas l'inertie comme Et tu as une boîte de quoi, 5 rapports? 6 vitesses. 6 vitesses, c'est une boîte qui vient d'un thermique en fait? Voilà, exactement la même. D'accord. On roule souvent 2 et 3e. Ok. Par rapport quand ça monte très fort, 3e, 2 et 3 pratiquement tout le temps. D'accord, jamais la première pratiquement, non. Moi, tous les trop violente? Non, pas du tout, mais elle a une plage d'utilisation assez courte. Donc avec la deuxième et la troisième, tu as peu de possibilités. Oui, d'accord. En termes de poids, on est à? On est à 70 kg plus ou moins. Oui, d'accord, donc on est quand même très proche de... On est un tout petit peu plus lourd, mais c'est un choix que Gaz a fait pour avoir une autonomie. Pour vous donner une idée, j'ai fait un trial en Belgique il y a 15 jours, j'ai fait tout le trial sans changer de batterie. Ah oui. Donc ils ont choisi l'option autonomie. Autonomie par rapport au poids. D'accord. En fait 2-3 kg, ça ne change pas grand-chose. Oui, pour la moyenne des pilotes, ça n'est pas très important. Ici, tu vas changer de batterie entre les 2 tours? On change de batterie parce qu'on a l'autorisation de le faire. D'accord. On pourrait ne pas le faire, mais comme on perd quand même un tout petit peu de puissance à fur et à mesure qu'elle se vide, donc on ne prend pas le risque, on va... D'accord. Alors, la batterie, elle est ici? Oui. D'accord. Ok, donc la partie moteur, évidemment, ici derrière. Voilà. Et vitesse pareil. Ok. On n'a pas de caractéristiques particulières, à part évidemment le groupe propulseur, sur cette moto par rapport à une thermique. Non, suspension, frais, roue, châssis. D'accord. Le châssis, c'est exactement le même qu'une thermique. Alors je vois ici qu'on a un petit indicateur qui t'indique le niveau de batterie. Le niveau de batterie et surtout le voltage. Donc on est 60 volts. Oui. Et on descend jusqu'à 50, 50, allez, on va dire 50 volts, ça va. Après on perd de la puissance. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des modes de fonctionnement, des modes d'agressivité différentes, ou bien c'est tout le temps la même chose? Non, parce qu'il y a un mode économique pour faire la liaison, mais on met un seul map parce qu'on est habitué. Oui, d'accord. D'avoir plusieurs maps, s'habituer dans les zones et ça. Donc on en a un et on utilise ça. D'accord. On se retrouve demain dans les zones. On te fera un petit coucou si tu nous vois. La concentration sera au maximum. Il va falloir boire et s'hydrater parce qu'il va faire chaud. Bonne chance. J'ai également assisté au briefing des commissaires, la manière dont les dirigeants de la FIM, la Fédération internationale motocycliste, leur donnent les conseils pour bien juger et faire les choses convenablement en termes de pénalités données aux pilotes en fonction de leur parcours. J'ai rencontré aussi un chef de zone qui, lui, en fait, est là avec une tablette. Et cette tablette, c'est la tablette qui recueille les informations liées à la prestation du pilote et qui sont directement envoyées à la Fédération internationale, ce qui permet d'avoir un classement en temps réel. Samedi fin de journée, on a assisté à la terrible séance de qualification où en fait les pilotes s'élancent tous sur la même zone et là il est question de temps. Et en fait, c'est le meilleur temps qui rentre dans le classement pour l'ordre de départ du lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui. Et donc le classement fonctionne de la manière suivante en termes de qualification. Le temps le plus court avec 0 pied, premier classement. Le temps le plus court avec 1 pied, deuxième classement avec 2 pieds et ainsi de suite. Et en fait, à partir de là, les pilotes ont leur ordre de départ pour le lendemain. Évidemment, l'incontournable Tony Bou a survolé l'épreuve d'hier. Le voici de celui qu'on attaque tous, 25 fois champion du monde, Abdar, Tony Bou. Leader incontesté du championnat du monde. Il a tout gagné jusque-là. Il a gagné en Italie, il a gagné au Japon, il a gagné au Pays-Bas la semaine dernière. Il a 80 points sur 80.
Il remporte une copie parfaite avant de débarquer en Belgique. Il va faire un grand fort, on le voit, avec un chrono qui va exploser, bien sûr, on s'en doute. 27 secondes. Il va faire très chaud, mais je crois qu'on va se régaler. Comme vous avez vu, je suis un peu en tenue moto aujourd'hui, parce qu'en fait, pour avoir un peu plus de facilité et se retrouver dans les zones et aller voir les autres zones, on a sorti nos motos de trial, ce qui va nous permettre de nous déplacer de zone en zone pour pouvoir admirer les prestations de ces pilotes et pouvoir se dire que peut-être un jour, on pourrait faire 1/10 ou 1/100 de leurs prestations. Allez, on y va. Bonjour Tony, alors comment trouvez-vous Comblain? C'est toujours fantastique de rouler ici, le public est incroyable dans chaque zone. Et justement le niveau des zones, le niveau est très très élevé et il est vraiment facile d'avoir des problèmes ici. Merci Tony, je vous souhaite une très bonne course. Il a tout gagné celui-là, il s'appelle Tony Wu, à 32 ans. Bien entendu le numéro 1 ranking actuellement puisqu'il a tout gagné. Il a gagné en Italie, il a gagné au Japon, il a gagné aux Pays-Bas, il a 80 points sur 80. Copie parfaite pour le pilote espagnol qui était encore en numéro 1 hier en pulvérisant le chrono en qualif de plus de 2 secondes par rapport à James Deville. Ça veut dire que c'est la suprématie totale pour Tony Wu qui compte bien inscrire une victoire de plus à son impressionnant palmarès. Make sure, hey, we're sun drying. Again, it's not just going to go in one. À ce niveau, chaque pilote est accompagné de un ou plusieurs suiveurs, appelés dans le jargon les porteurs d'eau. Anciens trialistes pour la plupart, ils sont là pour guider et conseiller les pilotes sur les meilleures trajectoires à adopter. C'est quoi le secret de cette zone? Eh ben on le sait pas encore. On va le voir. Mettre du gaz. Faisable? Je pense, ouais. Mais il faut être vraiment parfait. En fait, quand on est là au-dessus, on n'a pas encore fini parce que là, vraiment quelques derniers mètres sont pas faciles. Et encore même d'ici, on se rend pas compte, mais c'est vraiment. Ouais, c'est pas sûr. Ces porteurs d'eau sont là aussi pour remédier à certaines pannes ou casses des motos des concurrents. Ici, on assiste à un changement rapide des plaquettes de frein avant sur la machine de Tony. Le mettre à l'œuvre, tout a l'air si facile, mais arriver à ce niveau est une somme de dons, de travail et d'une détermination à toute épreuve. Admirez la maîtrise. Les suiveurs assurent également la sécurité dans les passages délicats. Ils encouragent en permanence leurs champions. Le trial, c'est aussi ça. Il faut y croire. Le public d'amateurs avertis est conquis et applaudit de telles performances. La zone 15. Ok. Et vous voyez que même des pilotes... C'est Tony Wu qui est au départ de la zone 15. 25 fois champion du monde, sport record exceptionnel. Un pilote à La fameuse zone 15 verra Tony Wu échouer au premier tour, mais il passera à 0 au second tour
et ira chercher la victoire in extremis dans cette zone. Première marche du podium, qui d'autre que lui, qui a tout gagné depuis le début de la saison. Vainqueur en Italie, vainqueur en Japon, vainqueur aux Pays-Bas et vainqueur une fois de plus en Belgique, il a tout gagné, Tony. Rendez-vous dans 2 ans et la prochaine fois, venez. C'est pas un podium exceptionnel, 100% espagnol, que de titres, que de victoires à travers ce podium ici en Belgique, dans une toute petite bourgade de Comblanc-au-Pont. Mais qu'est-ce qu'on peut être fier d'avoir autant de talents ici réunis, c'est parfait. Merci, merci à vous. Bon, eh bien, faire un tournage avec Renaud Rutten, je vous assure que c'est pas une chose facile. On n'a pas eu plus de 30 secondes de sérieux. Et évidemment, ce qui doit arriver est arrivé. On a oublié de tourner une séquence. Et donc, on tourne ici en vitesse un petit raccord, qui est en fait un petit raccord qui me sert simplement à introduire la séquence où Renaud devient l'ambassadeur wallon de la marque Triomphe. Renaud, je te dis merci, évidemment, ou pas. Voilà. Michel, nous voilà réunis une fois de plus dans ta magnifique concession, hein, pour un événement un peu particulier. Ben oui, nous avions besoin de quelqu'un de représentatif pour la marque Triomphe et forcément ben, je me suis porté vers mon ami Renaud qui je pense est quelqu'un de vraiment représentatif. C'est adorable. À Liège. Ouais, moi je crois aussi qu'il est tout à fait représentatif, hein, et pas seulement à Liège, c'est un excellent ambassadeur wallon. Hein. Et je vais jusqu'à Benémal. Hein. Je fais toute l'entité. Ah, j'ai remarqué ça, les gars, c'est une connerie, mais ce fort était imprenable. Ben, ils l'ont pris. Sauf en cas de guerre, quoi. Et c'est magnifique, hein, comme bécane. Tu vas m'expliquer un petit peu. C'est quoi cette moto, Michel? C'est la nouvelle Speedmaster 1200. Donc, en fait, au départ, on avait le bobber qui était un monoplace et ils l'ont décliné en une version biplace. Ici, avec une sellerie confort, un petit sissi bar, le grand pare-brise, pour que tu sois bien à l'abri et que madame aussi soit confortable. Bon, ben écoute, voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à d'abord lui remettre les clés. Hein? Donc, roulement de tambour. S'il te plaît. Oh, je te remercie, Mich. Et je t'embrasse parce que ça me fait plaisir de rouler avec une vraie moto. Ouais, moi j'ai vu, mais c'est pas grave. Ben, t'as fait quelque chose? Bien. Eh ben alors, comme on dit chez nous, Claude Gueule. Non, c'est magnifique. Et donc, alors ça, on vient d'en parler, et donc... Ah non, c'est pas là. Ah ouais. Pas là. Ah ouais, voilà. Je vais t'expliquer. Est-ce que, Michel, tu sais pourquoi, chez Porsche, le démarreur est à gauche? C'est la seule bagnole au monde. Le démarreur, il est... Non, ça va. Le bazar, là, le contacteur. Le contacteur. Tu sais pourquoi? Je l'ai su, mais j'ai oublié. Ah. Alors, c'est parce que, au départ, les 24 heures du Mans, tu vois, ils se mettaient dans une ligne, ils couraient, ils montaient dans leur voiture, et ils se sont rendus compte que le fait de faire crac et mettre la première prenait moins de temps que crac et puis mettre la première. Tout à fait. Voilà. C'est Tché qui me l'a appris. C'est beau à savoir. Ici, ils ont fait pareil. Je te donnerai les sous tantôt. Ils ont mis la clé ici, comme ça. Tu peux à la fois... la clé et t'embrayes déjà. Oh putain que c'est bien fait. Alors que là, pas. Ouais. Si par exemple, ça avait été, tu vois, l'embrayage ici et la clé là, je comprends. Ouais. Et donc là, on est prêt. Bon, Michel, voilà, c'est déjà, regarde, je fais déjà corps avec le Triomphe. On va dire la Triomphe. Non, je suis maintenant officiellement ambassadeur wallon de Triomphe et j'en suis ravi parce que cette moto fait 750 kg. Non, combien est-ce que ça pèse ça? 220 kg. 220 kg plus 80, 90. Enfin, on est à 350 kg de Triomphe ici. 220 là-bas et le reste chez moi. Bon, et bonne route, et n'oubliez pas la fameuse phrase du Tché, si tu freines, t'es à l'âge. Non, c'est pas du tout ça. C'est comment? Gaffe sur la route? Voilà, les gars, gaffe sur la route. Et achetez des Triomphes, c'est magnifique.
Regarde-moi ça. Ça me va pas du tout. Ciao, ouais. Bon, nous voilà déjà au terme de cette émission. Oh le nom Le temps passe vite quand même. Hein, c'est bien, quand on... en bonne compagnie, le temps passe vite. C'est excellent. Et c'est évidemment la dernière émission avant l'été. On va prendre un peu de congé au mois de juillet et au mois d'août. Quand je dis un peu de congé, on va quand même continuer à rouler à moto et on va faire des petits essais qu'on vous présentera au mois de septembre, évidemment. Vous avez vu, évidemment, parce que rien ne vous échappe, que j'arbore un magnifique t-shirt. Splendide. Le t-shirt de l'émission. Regardez. Alors, regardez bien, je vous fais l'article. Un magnifique logo. Sphincter et Coyon. Il l'a fait. Ah non, Carter et Piston. Il Je l'a fait. croyais que c'était un truc pour le CHU, moi, pour le service... Voilà, bon. Ben non, ça n'a plus aucun sens ce que je suis en train de faire. Si, regarde, Carter et Piston, c'est bien, hein. Alors, bon, ben voilà, vous avez le logo, évidemment, de l'émission sur le t-shirt. Et sur le dos, vous avez, évidemment, la devise de l'émission, les gars. Gaffe sur la route. 25 € le t-shirt, si ça vous intéresse. C'est un cadeau. Un petit mail sur drico.th@gmail.com. Comme tout à l'heure, ça s'affiche ici en dessous. On le voit. Hein, on le voit. Les détails suivent en MP, comme on dit. Bon, je voudrais aussi profiter, comme c'est la dernière émission avant les vacances, de vous donner 2-3 petits conseils pour bien occuper le temps que vous allez passer allongé à côté de la piscine, des petits conseils de lecture. Alors, je vais commencer par ceci. Ce livre, Bérésina de Sylvain Tesson, est un bouquin qui raconte en fait une aventure que ce Sylvain Tesson a fait entre Moscou et Paris en plein mois de décembre avec un sidecar rural. Il a en fait repris la route qu'avait fait l'empereur Napoléon lors de sa défaite il y a 250 ans, 200 ans. C'est grognard. Voilà, il faut lire ça parce que c'est écrit de manière savoureuse, vraiment. Un chapitre est consacré à la moto, à l'aventure motocycliste en plein mois de décembre à Moscou, vous pouvez imaginer. Et le chapitre suivant, on est au même endroit, mais on se replonge dans l'histoire et on vit en fait la retraite des soldats de Napoléon. Extraordinaire. Je vais vous le lire d'ailleurs. Et le gars il commence, il va pour 7 heures. Les idées de voyage, ils sont good. Enfin non, vas-y, continue. Non, c'est ça a l'air sympa, Bérésina. Bouquin suivant, La vieille qui conduisait des motos. Un peu plus philosophique, une approche féminine de la conduite moto, avec en fait Anne-France d'Hauteville qui, le matin de ses 60 ans, s'est dit « Je vais prendre une vieille moto, je vais faire le tour de France et aller dire bonjour à tous mes potes. » Très, très, très sympa à lire. Et enfin, si vous en avez marre de votre boulot, marre de la vie et marre de tout ce qui va autour, Tête Simon, l'incontournable Les voyages de Jupiter. Comme le dit la préface ici, attention, après avoir lu ce livre, des hommes et des femmes ont tout quitté pour entreprendre un voyage. Donc voilà, ça c'est vraiment la récréation motocycliste, un gars qui fait le tour du monde et vous allez vous régaler au bord de votre piscine. Ça, je vais l'offrir à ma femme, qu'elle comprenne un petit peu pourquoi je me casse. Non, non, je déconne, voilà. Non, hey, bien ça. Bon, écoute Renaud, merci de m'avoir reçu. Merci de m'avoir reçu. Moi, écoute, qu'est-ce que je peux te dire, moi on dit, je te souhaite le meilleur. C'est bien ça quand même. Ah, moi j'aime bien aussi, je te souhaite ton vœu le plus cher. Ouais. Ben si tu as un vœu, mais je te le souhaite. Moi j'aime bien d'en avoir 3 vœux, tu vois. Attention, regarde bien. Ah si, parce que les 2 premiers, je veux être en bonne santé, je veux être riche. Et le 3e, je dis, je veux encore 3 vœux. Ah, joli. Ah, ouais. Tu vois. Et moi je veux être libre. Libre de dire que maintenant c'est fini. Vous êtes resté sur cette chaîne et je dis bravo. Vous avez vu cette émission, je dis bravo, elle était bien animée par Tché. Mais maintenant il faut aller dormir. Hein. T'en as pas une petite pour la route? Une convenable ou pas? C'est comme tu veux, moi. Qu'est-ce que j'ai... J'ai entendu un truc, tu le couperas si tu veux, c'est monstrueux. C'est une vieille femme qui est vraiment très 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 malade, elle est sur son lit de mort, tu vois, cancer généralisé. Et c'est pas qu'il est dodo. Et donc son mari vient et il fait chou, qu'est-ce que tu voudrais? La fille elle fait, tu sais quoi, on n'a jamais fait ça nous deux, si tu pouvais me sodomiser, ça me... Le mec c'est un peu, mais bon, c'est sa dernière nuit, il passe à l'action et ça se passe plutôt bien et ils s'endorment tous les deux. Le lendemain matin, il se réveille, sa femme est en train de faire des pompages au bord du lit. Il dit, ben,
Chou, ça va? Ouf-tu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais depuis que tu m'as enculé, je vais bien. Là-dessus, le gars, il s'assied sur le lit comme ça, il y a une grosse larme qui coule. Il fait, qu'est-ce qu'il y a, Chou, ça ne va pas? Et lui, il fait, alors je pense que j'aurais pu sauver papa. Je suis pas sûr qu'on va la garder. Si tu l'enlèves, ou alors tu fais des bips sur toute la blague. On va réfléchir. Bon, tiens, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Je me suis très bien amusé. Merci pour l'essai de la Niken et puis pour ta présence chez notre pote Michel Hott. Oui, et puis surtout ici, chez ta fille. Hein, les gars, venez boire un verre, venez manger un morceau. C'est juste à l'entrée de la ville. Après, vous avez tout le loisir de vous balader dans le piétonnier. La taverne des artistes, bonne petite adresse à Liège. Bon, les gars, bonnes vacances. Et comme on dit à chaque fois, gaffe sur la route. J'avais dessiné sur le side son doux visage qui me souriait. Oui. C'est mal celle-là. Ah petit, c'est bien joué. Celle-là, ça. Elle est monstrueuse. Je pense que j'aurais pu sauver papa.